J'ai grandi à Lexington, dans une maison coloniale modeste avec 4 chambres, un portique à balançoire dans le jardin arrière, et ce genre de volets blancs qui rendait le quartier digne d'une carte postale. À l'intérieur, cependant, notre famille gravita presque entièrement autour de mon frère aîné, Ethan. Dès son arrivée, 2 ans avant moi, il était le centre lumineux de l'attention de mes parents. Les preuves étaient partout. Des étagères entières dans le salon exposaient ses trophées de baseball, les photos de son équipe et ses bulletins encadrés avec les mentions « Grand effort », griffonnés par ses professeurs. Lorsqu'il dépassait le thème d'une chambre, mes parents redécoraient avec enthousiasme d'abord des fusées, puis des fanions sportifs, enfin un refuge pour adolescents avec des murs bleu marine et un nouveau bureau. Ma chambre, elle, restait jaune pâle avec le même lit simple et les mêmes rideaux que depuis la maternelle. Les cadeaux racontaient leur propre histoire. Un Noël, Ethan a déballé une balle de baseball signée par les Red Sox, un trésor qui fit pousser des exclamations de joie à mon père. Mon tour arriva avec un dictionnaire épais, encore rigide de l'achat en magasin. « Tu aimes les mots ?» dit ma mère alors que je tournais ces lourdes pages. Oui, je les aimais, mais même à 10 ans, je savais que ce n'était pas la même chose qu'une balle signée brandie comme un joyau de couronne. Les réussites scolaires ne changeaient guère l'équilibre. Quand j'ai remporté la foire scientifique régionale avec un projet sur les cellules solaires, mes parents m'ont offert des félicitations distraites avant de se précipiter à la double rencontre d'Ethan cet après-midi-là. J'ai vite appris que ma valeur se mesurait à quel point je m'insérais parfaitement dans l'image qu'ils avaient du fils doré et de sa sœur capable et accommodante. À 13 ans, j'ai cessé d'attendre des applaudissements. À la place, j'ai commencé à stocker en moi une résolution silencieuse et privée: si l'amour dans ma maison était conditionnel, mon avenir ne le serait pas. Et cet avenir commença de manière inattendue dans la cuisine de ma grand-mère. Ma grand-mère, Margaret Warren, avait ce don de me voir quand personne d'autre ne se donnait la peine de regarder. Elle avait travaillé comme comptable à Boston à une époque où les femmes dans ce domaine étaient rares, et bien qu'elle ait pris sa retraite à mon adolescence, sa vivacité n'avait jamais diminué. Pendant que mes parents surveillaient les entraînements de baseball d'Ethan, je marchais souvent le demi-kilomètre jusqu'à sa maison en briques bien rangées, où l'odeur des roulés à la cannelle flottait toujours. Un après-midi, alors que j'avais 15 ans, elle posa ses aiguilles à tricoter et me demanda si je savais ce qu'était l'intérêt composé. Je secouai la tête, m'attendant à une leçon, mais elle sortit un carnet jaune et commença à dessiner des chiffres avec son stylo-plume. « Imagine que tu mets $100 à la banque, » dit-elle, expliquant comment cet argent croissait avec le temps s'il était laissé intact. La façon dont son stylo dansait sur la page donnait l'impression de magie, même si elle me rappelait que ce n'était rien d'autre que des mathématiques et de la patience. Ce soir-là, je suis rentrée et ai versé mes gains de babysitting sur un compte d'épargne. Ce n'était pas grand-chose, mais l'acte lui-même ressemblait à la conquête d'un morceau d'indépendance. Au cours des années suivantes, grand-mère a nourri cet instinct. Elle me donnait des articles à lire, m'aidait à acheter mes premières actions modestes, et me rappelait que la discipline comptait plus que des éclairs de chance. Lorsqu'elle est décédée subitement durant ma 3e année à l'université, j'ai été dévastée. Mes parents supposaient que sa petite succession serait divisée également, mais son avocat révéla qu'elle m'avait tout laissé, $50 000. Mon père suggéra immédiatement que je partage cette somme avec Ethan pour alléger le coût de son programme de master. Ma mère acquiesça. Je refusai. Elle me l'a donné, dis-je, la voix plus stable que je ne le ressentais. J'ai investi chaque centime exactement comme elle me l'avait appris, sachant qu'elle aurait approuvé. Ces dernières paroles, prononcées lors de notre dernière visite, résonnaient dans ma tête, la richesse murmure. Elle ne crie pas, ces murmures devinrent la fondation de la vie que je construirais plus tard, même si je les gardais cachés. Au moment de mon diplôme, la discipline silencieuse qu'elle m'avait inculquée avait déjà commencé à façonner 2 vies distinctes. L'université marqua la première véritable séparation entre le monde d'Ethan et le mien. Il partit pour une université privée dans le Connecticut, le genre d'endroit où seuls les frais de scolarité suffiraient à acheter une maison. Mes parents couvrirent chaque centime, le conduisant fièrement au campus avec une voiture pleine de meubles flambant neufs. Moi, en revanche, j'avais obtenu une bourse complète à l'UMass Amherst. Mon père me déposa avec 2 valises et une boîte de fournitures d'occasion, me disant que je trouverais un moyen. Et je l'ai fait. La plupart des matins, je travaillais au café du campus avant les cours. Les week-ends, je passais des heures à la bibliothèque ou donnais des cours particuliers en économie. La fatigue était constante, mais je gardais des notes parfaites, déterminée à ne jamais gaspiller ce que grand-mère m'avait donné. La finance devint plus qu'une spécialité, c'était une bouée de sauvetage, un moyen de construire l'indépendance que personne ne pourrait jamais me retirer. Durant l'été de ma 3e année, j'ai décroché un stage à New York dans une firme d'investissement réputée.
L'énergie de Manhattan, les tours, l'effervescence de Wall Street alluma quelque chose en moi qui ne s'éteindrait jamais. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai accepté un poste d'analyste junior chez Blackstone. Le salaire était modeste, mais l'expérience inestimable. J'ai loué un petit appartement avec 3 colocataires, vécu de plats à emporter, et investi la moitié de mon salaire. À 26 ans, après des années d'économie acharnée et d'études des marchés, j'ai sauté le pas. J'ai lancé ma propre société boutique, me concentrant sur des entreprises sous-évaluées dans des secteurs émergents. Au début, je travaillais seul dans un espace de coworking exigu. Mais les opportunités sont venues vite, une start-up biotech, une entreprise d'énergie renouvelable, une petite acquisition technologique. Chaque risque multipliait ce que j'avais construit. À 32 ans, ma fortune atteignait discrètement 13 millions de dollars. À l'extérieur, rien ne changeait lorsque je rendais visite à ma famille. Je conduisais des voitures de location au lieu de ma Tesla, portais des vêtements simples au lieu de marque, et éludais les questions sur mon travail par des réponses vagues. Le masque était nécessaire, du moins me le disais-je. Mais chaque année, il devenait plus lourd. Et quand Michael entra dans ma vie, il fut le premier à remarquer le poids que je portais. J'ai rencontré Michael Carvey lors d'un événement caritatif en ville, l'une de ces soirées où les professionnels trinquent sous une lumière tamisée et font semblant de réseauter avec désinvolture. Il ne faisait pas partie de la finance. C'était un architecte avec un cabinet à Manhattan, connu pour concevoir des espaces alliant élégance et fonctionnalité. Ce qui m'a attiré, ce n'était pas son CV, mais sa facilité. Il écoutait, vraiment écoutait, d'une manière à laquelle je n'étais pas habituée. Nous avons commencé par des dîners après de longues journées, puis par des promenades le week-end à Central Park, et finalement par des soirées passées dans nos appartements respectifs. Michael ne m'a jamais interrogé sur les chiffres que je gérais ou sur les clients que je servais. Il voulait savoir quels livres j'aimais, pourquoi je continuais à cuisiner les recettes de ma grand-mère, pourquoi j'évitais toujours les questions sur la famille. Pendant des mois, je lui ai donné les mêmes réponses évasives que j'offrais à tout le monde. Ils vont bien, juste occupés, rien de particulier à raconter. Un soir d'octobre, après 3 mois de relation, il m'a prise au dépourvu. Nous venions de finir le dîner chez moi et je venais de raccrocher après un court appel avec ma mère, mes réponses brèves et vagues. Michael posa son verre de vin et demanda doucement, « Pourquoi t'effaces-tu autour de ta famille ?» Ces mots tombèrent comme une pierre dans l'eau. J'avais passé des années à perfectionner cette gomme, à lisser ma vie pour que mes parents ne la remettent pas en question, à atténuer ma lumière pour qu'Ethan reste leur enfant d'or. Mais le regard de Michael restait fixe, attentif. Alors je lui ai tout dit. Je lui ai parlé des albums photos, des trophées, du collier qu'Ethan avait reçu pendant que je déballais des livres, de la manière dont mes réussites avaient toujours été minimisées. J'ai expliqué pourquoi je gardais ma richesse secrète, que s'il le savait, ce ne serait aux yeux de tous que l'argent d'Ethan. Il ne m'interrompit pas, il écouta simplement, puis se pencha en avant. « Vivre divisé ne peut pas durer éternellement, dit-il doucement. À un moment donné, tu devras décider quelle vie tu veux. » Ces mots restèrent longtemps après son départ ce soir-là. Quand Thanksgiving approcha, je savais qu'il avait raison. Je ne pouvais plus continuer à faire semblant d'être moins que ce que j'étais. J'ai décidé de l'emmener avec moi à Boston et de cesser de me réduire, même si je n'étais pas prête à tout révéler. Le trajet de New York à Lexington était bordé d'arbres dénudés et des premières traces de gel brillaient sur le bord de la route. Michael gardait une main sur le volant et l'autre posée légèrement sur la mienne, comme s'il pouvait sentir le nœud dans mon estomac se serrer à chaque mille plus près de la maison. Quand nous tournâmes dans la rue calme de mes parents, le ciel était devenu gris et l'air portait ce froid humide propre au Massachusetts fin novembre. Le nouvel Audi d'Ethan brillait dans l'allée, sa peinture encore éclatante du concessionnaire. Je savais sans demander que mes parents avaient contribué à le financer. Ils le faisaient toujours. Ma poitrine se serra en voyant cela, mais Michael ne fit que presser ma main. À l'intérieur, ma mère passa devant moi pour embrasser Michael, la voix pleine d'excitation à sa rencontre. Mon père lui tapa dans le dos, demandant des nouvelles de sa pratique, tandis que je reçus un sourire distrait et une tape rapide sur l'épaule. Ethan apparut un instant plus tard, tout en confiance et polissage, et fut présenté à Michael comme si je n'étais qu'un détail secondaire. Le dîner ce soir-là sembla scripté, chaque ligne déjà assignée. Ma mère avait préparé le rôti préféré d'Ethan et les conversations gravitèrent autour de sa récente promotion dans une agence marketing de Boston. Il décrivit son bureau d'angle et les jeunes employés sous ses ordres tandis que mes parents rayonnaient de fierté. Je poussais les petits pois sur mon assiette, offrant des hochements de tête polis, ma propre carrière invisible une fois de plus. Plus tard, Michael et moi fûmes conduits dans la petite chambre d'invités, son canapé lit affaissé au milieu.
Ethan et sa femme reçurent la suite plus grande avec un lit queen et une salle de bain privée. Quand je haussai un sourcil, ma mère expliqua, le dos d'Ethan a besoin d'un soutien adéquat. Je ne dis rien, bien que la chaleur montât dans ma poitrine. Cette nuit-là, en passant par la cuisine pour prendre de l'eau, j'entendis mes parents parler à voix basse. J'aimerais juste que Selena ait plus d'ambition, soupira ma mère. Mon père répondit, elle s'est toujours contentée de peu. Pas comme Ethan. Je restai figé dans le couloir, les mots aussi tranchants qu'ils l'avaient été quand j'étais enfant, et je sus que les fissures dans mon silence s'élargissaient. Le matin de Thanksgiving commença avec l'odeur de la dinde déjà dans le four et ma mère fredonnant dans la cuisine. Je suis sorti discrètement pour prendre un appel que je ne pouvais éviter, l'un de mes partenaires finalisant les termes d'un contrat impliquant des engagements à 7 chiffres et la planification de la libération de capitaux. Ma voix était basse, mesurée, mais je me sentais exposé, debout dans le jardin de mes parents, entouré des mêmes barrières à piquets qui avaient encadré mon enfance. Lorsque j'ai raccroché, Ethan était appuyé contre la porte arrière, les yeux plissés, les bras croisés. Depuis quand la saisie de données implique-t-elle des portefeuilles d'1 million de dollars? Son ton était mordant. Mais avant que je puisse répondre, ma mère l'appela pour mettre la table. Il me lança un long regard avant de disparaître, la suspicion écrite sur tout son visage. Plus tard, en nous habillant pour le dîner, Michael mentionna notre prochain voyage. Nous serons à Tokyo pendant 2 semaines, dit-il à mon père d'un ton détaché. Selena a un client là-bas, et nous resterons pour explorer. Les mots semblaient innocents, mais je vis la tête d'Ethan se lever brusquement de l'autre côté de la pièce. Il me regardait comme s'il essayait de reconstituer un puzzle qu'il ne savait pas exister. Lorsque le repas fut terminé, j'apportai la télévision enveloppée de papier argenté et d'un ruban bleu. Mes parents poussèrent un petit cri tandis que mon père déchirait le papier pour révéler un téléviseur intelligent de 55 pouces. Leur ancien appareil avait près de 10 ans. Je pensais que ce cadeau serait une petite attention. Au lieu de cela, ma mère fronça les sourcils. Selena, ça a dû coûter une fortune. Il y avait une promotion, répondis-je, mais le mensonge semblait fragile. Ethan n'était pas convaincu. Il se pencha pour lire le numéro de modèle sur la boîte, puis tapa furieusement sur son téléphone. 1500 $, annonça-t-il, la voix tranchante. Il se tourna vers moi, les yeux étincelants. Depuis quand peux-tu te permettre ça avec ton salaire? La pièce se tut, seules les fourchettes tintaient faiblement contre les assiettes tandis que tous me regardaient. Mon masque glissait, et pour la première fois depuis des années, je n'étais pas sûr d'avoir la force ni même l'envie de le remettre. Les yeux d'Ethan se fixèrent sur les miens, me défiant d'expliquer les chiffres qui brillaient sur l'écran de son téléphone. Mes parents attendaient aussi, ma mère serrant sa serviette entre ses mains, mon père figé mi-mouvement avec sa fourchette. Le silence s'étira jusqu'à ce que je le sente peser contre mes côtes. Je ne fais pas de saisie de données, dis-je enfin, la voix ferme bien que mon pouls battait à tout rompre. Je possède une société d'investissement. Nous avons réussi. Ethan éclata d'un rire aigu, moitié incrédulité, moitié colère. Réussi? Et c'est discrète. Tu as caché tout ça pendant que maman et papa m'aidaient à rembourser mon prêt auto, pendant qu'ils se souciaient des paiements de la maison. Sa voix monta tandis qu'il scrollait furieusement. Oh mon Dieu! Forbes! 13 millions de dollars. C'est une blague? Ma mère eut un hoquet de surprise, la main tremblante en atteignant son verre d'eau. Mon père n'avait toujours pas parlé, son visage était pâle, sa fourchette restait sur l'assiette. Ethan poussa le téléphone vers eux sur la table. Regardez ça. Elle a amassé une fortune pendant que nous pensions qu'elle se débrouillait juste. Je pris une inspiration, les années avançant comme des témoins attendant leur tour. Vous voulez savoir sur quoi j'ai amassé tout ça? Demandai-je doucement. Revenons en arrière. La foire scientifique que j'ai gagnée au collège, tu l'as sautée pour le match de baseball d'Ethan. Mon discours de remise des diplômes, tu as filmé les réactions d'Ethan au lieu de mes mots. L'université, je travaillais 3 emplois pendant que vous payiez sa scolarité en entier et lui donniez une allocation. Les visages de mes parents passèrent du choc à une reconnaissance gênée mais croissante. Je continuai. Vous lui avez offert de nouveaux meubles, de nouvelles voitures, de nouveaux départs. Moi, j'ai eu des vêtements d'occasion et le « tu te débrouilleras ». Et je me suis débrouillé, sans votre aide, sans votre fierté, seul. La table resta silencieuse, sauf pour la respiration irrégulière d'Ethan. Son expression se durcit, la colère bouillonnant derrière l'incrédulité. Tu es égoïste, cracha-t-il. Tu nous as fait croire que tu n'étais rien pendant que tu accumulais des millions.
Je soutins son regard, le registre des années exposées entre nous, et pour la première fois, je ne ressentis aucun besoin de me rétrécir. Ethan repoussa sa chaise avec tant de force qu'elle racla le plancher en bois. Sa voix résonna à travers la table, faisant teinter les verres. 13 millions de dollars. Et tu n'as jamais proposé d'aider. Brad et moi essayons d'acheter une maison depuis des années. Maman et papa ont puisé dans leur retraite pour nous, et toi tu restes là à thésauriser. Ma mère pleurait ouvertement maintenant, ses épaules tremblantes. Les lèvres de mon père bougèrent, mais aucun son ne sortit. Il semblait comme si le sol s'était déplacé sous lui. Je ne dois rien à personne, dis-je, ma voix plus tranchante que je ne l'avais prévu. Chaque dollar que j'ai vient de mon travail, de ma discipline et de mes choix. J'ai construit ça seul. Ethan pointa un doigt vers moi. La famille aide la famille. C'est comme ça que ça marche. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Michael, qui était resté silencieux pendant la majeure partie de l'explosion, se pencha en avant, son calme tranchant à travers le bruit. Et d'après ce que j'ai vu, Selena a donné à cette famille toute sa vie, juste pas avec de l'argent. Elle a donné de la patience, du silence, et l'espace pour que les autres brillent. Peut-être est-il temps que quelqu'un lui rende le respect qu'elle mérite. Le visage d'Ethan devint cramoisi, mais pour une fois, il n'avait pas de riposte immédiate. Les sanglots de ma mère remplissaient l'espace où les mots auraient pu atterrir. Mon père me regardait simplement, sa fourchette toujours sur l'assiette, comme si l'acte le plus simple, la lever, était soudainement impossible. Je me levai, posant ma serviette à côté de mon assiette. Michael et moi dormirons à l'hôtel ce soir. Ma voix ne trembla pas. Ma mère tendit la main, suppliant à travers ses larmes, mais je fis un pas en arrière. Michael se leva à côté de moi, sûr et assuré. Ensemble, nous traversâmes la salle à manger, passant devant la tarte intacte et le silence lourd comme de la pierre, sortant dans le froid novembre. Le ciel nocturne était clair et net, le froid piquant sur ma peau. Pour la première fois depuis des années, le poids de mon silence se fit plus léger, bien que le coup de l'avoir brisé ne fasse que commencer à se révéler. La lumière du matin traversait les rideaux de l'hôtel, pâle et implacable. Mon téléphone vibrait sans cesse sur la table de nuit, 17 nouveaux messages d'Ethan, chacun oscillant entre indignation et culpabilité. Ma mère avait laissé des messages vocaux en larmes, me suppliant de revenir, affirmant que nous pourrions en parler. J'ai mis le téléphone en silencieux et laissé le calme s'installer. Peu après, on frappa à la porte. Michael l'ouvrit et trouva mon père, froissé et fatigué, portant encore les vêtements d'hier. Il entra sans croiser mon regard, puis s'assit lourdement sur la chaise du bureau. Pendant un long moment, il ne dit rien, se contentant de se frotter les mains. Enfin, il leva les yeux. Nous avons pris la voie facile avec Ethan, admit-il, la voix rauque. Il pleurait. Il exigeait. Et nous cédions. Toi, tu t'es adapté. Ce n'était pas juste, mais c'était plus facile. L'entendre le dire à voix haute était à la fois un soulagement et une blessure. Je me stabilisai avant de répondre. Il est trop tard pour effacer le passé, mais à partir de maintenant, il y a des limites. Je ne donnerai pas un centime à Ethan. Mes finances m'appartiennent, et je ne les discuterai avec personne dans cette famille. Si vous voulez avoir une relation avec moi, le respect doit être égal. Il hocha lentement la tête, comme si le poids de mes mots commençait enfin à s'imposer. Pour la première fois, je vis le regret passer dans ses yeux, même si aucune excuse ne pouvait effacer des décennies de négligence. Plus tard, alors que Michael et moi faisions nos valises, je pensais aux enfants d'Ethan. Rien de tout cela n'était de leur faute. Je commençais à esquisser une idée dans mon esprit, un fonds fiduciaire strictement dédié à leur éducation, structuré de façon à ce qu'Ethan ne puisse jamais y toucher. Cela ressemblait à une ligne entre compassion et protection, le seul compromis que je pouvais accepter. Au moment de charger nos bagages dans la voiture, la décision s'était solidifiée en quelque chose de proche de la paix, même si les fractures à la maison restaient vives. Les mois passèrent, et la tempête se calma, devenant moins volatile mais toujours fragile. Mon père appelait toutes les quelques semaines, son ton prudent mais plus honnête que je ne l'avais jamais connu. Il s'enquit de mon travail, non par obligation, mais par véritable curiosité, et admit qu'il ne m'avait jamais vraiment vu pour ce que j'étais. Les appels de ma mère étaient plus difficiles, mêlés de culpabilité et d'habitude. Elle retombait parfois dans de vieux schémas, invoquant Ethan, mais se reprenait parfois, comme si elle apprenait lentement une nouvelle langue. Ethan, je l'ai complètement coupé. Son flot de demandes s'est transformé en accusation, puis en silence une fois que je l'ai bloqué. L'absence ressemblait moins à une perte qu'à un soulagement, une blessure enfin fermée à l'air. J'ai commencé une thérapie,
assise en face d'une femme qui donnait des mots aux années que j'avais portées seule, favoritisme, effacement, soif de reconnaissance. Morceau par morceau, j'ai commencé à poser tout cela. Avec cet espace dégagé, je me suis sentie attirée par des actes de don qui avaient un sens. J'ai mentoré de jeunes femmes entrant dans la finance, des femmes qui me rappelaient moi à 20 ans déterminées mais sous-estimées. J'ai financé des initiatives pour les filles dans les STEM, de petits actes d'investissement qui ont eu un impact plus large que je ne l'avais imaginé. Michael est resté à mes côtés tout au long de ce processus, stable et présent, ne me demandant jamais d'être moins ou plus que ce que j'étais. Ensemble, nous avons créé de nouvelles traditions, des vacances avec des amis, des week-ends loin, une communauté choisie plutôt qu'imposée. Un soir, alors que le printemps s'installait en ville, j'ai accroché une petite clé en laiton sur le mur de notre appartement. Je l'avais fait graver avec un seul mot, limite. Elle attrapait la lumière de la fenêtre, un emblème discret de tout ce que j'avais repris et de tout ce que je protégerais à l'avenir.